Il existe des lieux sur cette terre où le silence résonne différemment, des endroits où la pierre elle-même semble vibrer d'une mémoire ancienne, comme si les murs gardaient prisonniers des secrets que l'humanité moderne n'est plus capable de comprendre. La cathédrale de Chartres, dressée depuis plus de 800 ans au sud-ouest de Paris, est l'un de ces lieux. Mais ce que peu de gens savent, c'est que cette cathédrale cache en son sein des phénomènes acoustiques que la science contemporaine ne parvient toujours pas à expliquer complètement. Lorsqu'un son est émis dans certaines zones précises de l'édifice, il ne se comporte pas comme il devrait. Les ondes ne se dispersent pas normalement. Elles se concentrent, tournent, résonnent selon des fréquences qui semblent avoir été calculées avec une précision mathématique impossible pour le XIIe siècle. Des chercheurs ont mesuré des fréquences de résonance autour de 7,83 Hz, la fréquence exacte de la résonance de Schumann, celle de la Terre elle-même. Comment des bâtisseurs médiévaux, sans instruments de mesure modernes, auraient-ils pu créer un espace architectural qui résonne naturellement à la même fréquence que notre planète? La réponse commence peut-être avec le labyrinthe. Gravé dans le sol de la nef centrale, ce cercle de pierre mesure exactement 13 mètres de diamètre. Ce n'est pas une approximation, ce n'est pas une coïncidence. 13 mètres, pas 12, pas 14. Cette dimension précise permet au labyrinthe d'occuper exactement toute la largeur de la nef. Mais il y a plus étrange encore. Les proportions du labyrinthe suivent le nombre d'or avec une exactitude troublante. Le rapport entre les différents éléments, entre le diamètre total et les cercles concentriques, entre la longueur du chemin et la surface totale, tout cela correspond au ratio sacré de 1,618, les mêmes proportions que l'on retrouve dans la spirale d'un coquillage nautile, dans la disposition des pétales d'une rose, dans la structure de notre propre ADN. Comment des tailleurs de pierre du Moyen-Âge connaissaient-ils ces rapports mathématiques que nous attribuons généralement à la Renaissance? D'où venait cette connaissance géométrique, si sophistiquée qu'elle crée, lorsqu'on marche sur le labyrinthe, des fréquences de résonance spécifiques qui affectent les champs magnétiques locaux? Considérez ceci. La cathédrale a été construite entre 1194 et 1220, 26 années seulement, pour ériger cette merveille architecturale, à une époque où les outils étaient rudimentaires, où la poudre à canon n'existait pas encore pour extraire la pierre, où les grues mécaniques étaient inconnues. Pourtant, chaque pierre, chaque colonne, chaque arc s'élève vers le ciel avec une perfection mathématique qui défie toute logique. Les proportions de la cathédrale ne sont pas approximatives, elles sont exactes. La distance entre le centre du labyrinthe et le centre du transept est rigoureusement égale à la distance entre le transept et le maître-autel. Cette symétrie parfaite divise l'espace sacré en 3 points focaux, alignés sur un axe ouest-est, créant une progression géométrique qui ne peut absolument pas être le fruit du hasard. Et puis, il y a cette chose extraordinaire qui se produit une fois par an, le 21 juin, au solstice d'été, lorsque le soleil atteint son zénith, un rayon de lumière traverse le vitrail de Saint-Apollinaire dans le transept sud. Ce vitrail contient une petite plaque de métal percée d'un trou circulaire. Le rayon traverse ce trou avec une précision millimétrique et vient frapper un clou métallique incrusté dans une dalle spécifique du sol de la cathédrale. Un clou qui marque exactement ce moment de l'année. Réfléchissez à ce que cela signifie. Les bâtisseurs ont dû calculer avec une exactitude astronomique l'angle du soleil,
la hauteur du vitrail, la position du clou, tenant compte de la trajectoire annuelle de l'astre. C'est un calendrier cosmique gravé dans la pierre et le verre. Ce n'est pas de l'architecture religieuse ordinaire. C'est une machine astronomique déguisée en église. Comment expliquer cette sophistication? D'où venaient ces connaissances? Les chevaliers templiers étaient présents lors de la construction. L'ordre avait été fondé à peine un siècle plus tôt, en 1118, après leur retour de Jérusalem, où ils avaient, selon certains récits, mené des fouilles secrètes sous le temple de Salomon. Que cherchaient-ils? Que trouvèrent-ils? Des manuscrits anciens, des connaissances géométriques perdues depuis l'Antiquité. Les proportions de Chartres correspondent étrangement à celles de la grande pyramide de Gizeh et du temple de Salomon. Coïncidence ou transmission d'un savoir millénaire gardé secret par des initiés. Les druides, ces prêtres celtes qui officiaient sur cette même colline bien avant l'arrivée du christianisme, connaissaient déjà ce lieu comme un point d'énergie tellurique particulier. Les Carnutes, ce peuple gaulois, avaient fait de Chartres leur capitale spirituelle. Jules César lui-même mentionna dans ses écrits l'importance sacrée de ce tumulus. Sous la crypte actuelle, un puits ancien descend à plus de 30 mètres de profondeur, un puits aux parois carrées typique des constructions de l'époque gallo-romaine. Les légendes parlent de martyrs chrétiens jetés dans ce puits par les soldats romains. Mais avant cela, les druides vénéraient ce puits comme une source sacrée, un portail vers les forces souterraines de la terre. Alors voici la question qui devrait tous nous tenir éveillés la nuit. Si les druides savaient, si les templiers savaient, si les bâtisseurs médiévaux savaient comment créer une structure qui résonne avec les fréquences fondamentales de notre planète, qui capture et concentre l'énergie tellurique, qui marque avec précision les cycles cosmiques, que nous ont-ils caché d'autres? Quelle connaissance ancienne a été délibérément encodée dans ces murs? Et surtout, pourquoi cette connaissance devait-elle être transmise de manière si cryptée, si voilée sous les apparences d'un simple édifice religieux? La cathédrale de Chartres n'est pas seulement un lieu de culte, c'est une énigme architecturale dont nous commençons à peine à déchiffrer les premiers symboles. Si vous êtes prêts à découvrir quels autres secrets cette cathédrale recèle, quelles mathématiques sacrées régissent chaque pierre, quel message cosmique les bâtisseurs ont voulu nous transmettre à travers les siècles, alors restez avec nous. Abonnez-vous maintenant. Laissez un commentaire avec vos théories sur ce que les anciens ont vraiment voulu nous dire. Car ce que nous allons révéler dans les prochaines minutes pourrait bien changer votre perception de l'histoire, de l'architecture et de ce que nos ancêtres savaient vraiment sur les mystères de l'univers. Lorsque vous vous tenez devant Chartres, vous ne voyez pas seulement de la pierre. Vous faites face à un langage mathématique si précis, si délibérément construit, qu'il défie toute notion de construction médiévale primitive. Ce n'est pas de l'architecture, c'est de la géométrie sacrée manifestée dans le monde physique. Et une fois que vous commencez à décoder ce langage, une réalité troublante émerge. Ces bâtisseurs ne construisaient pas au hasard. Ils appliquaient des principes mathématiques que notre civilisation attribue généralement à des époques bien plus tardives. Le nombre d'or, le ratio phi, 1,618, cette proportion divine qui gouverne la croissance des coquillages, la spirale des galaxies, la structure de notre propre corps. À Chartres, ce ratio n'apparaît pas une ou deux fois, il est partout,
absolument partout. La hauteur de la nef par rapport à sa largeur, le nombre d'or, la distance entre les colonnes principales, le nombre d'or, le rapport entre le diamètre du labyrinthe et la longueur totale de son chemin. Encore le nombre d'or, même la grande rose occidentale, ce chef-d'œuvre de verre et de pierre, respecte ses proportions avec une exactitude qui devrait nous glacer le sang. Comment des artisans du XIIe siècle auraient-ils pu calculer et appliquer ces rapports avec une telle précision? Regardons plus profondément. Le plan de la cathédrale n'est pas simplement une croix latine traditionnelle. C'est une encyclopédie de formes géométriques platoniques superposées. Les cercles qui définissent l'abside et le déambulatoire ne sont pas approximatifs. Ils créent des intersections précises qui génèrent la vesica piscis, cette forme en amande créée par l'intersection de deux cercles de même rayon. Les anciens Grecs la considéraient comme le symbole du logos, le principe rationnel qui ordonne le cosmos. Les chrétiens médiévaux la voyaient comme la représentation du Christ, le pont entre deux mondes. À Chartres, cette forme apparaît dans les portails, dans les arcs, dans les vitraux. Elle définit les proportions fondamentales de l'édifice entier. Ce n'est pas décoratif, c'est structural. C'est comme si les bâtisseurs avaient compris que certaines formes géométriques possèdent un pouvoir intrinsèque, une capacité à harmoniser l'espace et l'énergie. Et puis, il y a le nombre 153. Ce nombre mystique apparaît encore et encore dans les dimensions du labyrinthe, dans le nombre de pierres qui composent certaines sections, dans les proportions entre différentes parties de la cathédrale. Pourquoi 153? Les érudits bibliques le reconnaissent immédiatement. C'est le nombre de poissons dans la pêche miraculeuse tel que rapporté dans l'évangile de Jean. Mais c'est bien plus que cela. C'est un nombre triangulaire, la somme de tous les nombres de 1 à 17. Dans la numérologie pythagoricienne, c'est un nombre chargé de signification cosmique. Il représente la manifestation de l'unité divine dans le monde matériel. Les bâtisseurs de Chartres le savaient. Ils l'ont encodé dans la pierre, pas une fois, pas deux fois, mais de manière systématique, comme un thème récurrent dans une symphonie mathématique. L'octogone, la forme à 8 côtés. Pourquoi cette obsession avec le nombre 8 dans l'architecture de Chartres? Parce que 8 est le nombre de la Renaissance, de la résurrection, du passage entre les mondes. 7 jours créent une semaine complète. Le 8e jour marque un nouveau commencement. Le baptistère chrétien est traditionnellement octogonal, symbolisant la transformation spirituelle. À Chartres, la géométrie octogonale apparaît dans des endroits cruciaux, des endroits où l'énergie devrait théoriquement se concentrer. Les bâtisseurs comprenaient que certains nombres ne sont pas simplement quantitatifs, ils sont qualitatifs. Ils transportent une signification qui transcende le calcul ordinaire. 8 n'est pas simplement 7 plus 1, c'est l'infini couché sur le côté, le symbole mathématique de l'éternité. C'est la boucle sans fin, le cycle perpétuel de mort et de renaissance. Maintenant, parlons de quelque chose qui devrait faire trembler les historiens orthodoxes. Les proportions de Chartres correspondent de manière troublante aux proportions de la grande pyramide de Gizeh. Louis Charpentier, dans son œuvre révolutionnaire sur les mystères de Chartres, a documenté ces parallèles, les mêmes ratios, les mêmes principes géométriques, les mêmes alignements astronomiques. Comment est-ce possible? La Grande Pyramide a été construite environ 3800 ans avant Chartres. Les civilisations sont différentes.
Les continents sont séparés. Et pourtant, les mathématiques sont identiques. Certaines dimensions de Chartres reflètent également celles du temple de Salomon, telles que décrites dans les textes bibliques. Coïncidence ou transmission délibérée d'une connaissance sacrée à travers les millénaires. Les Templiers ont mené des fouilles sous le temple de Salomon pendant des années. Que trouvèrent-ils? Des manuscrits, des plans architecturaux, des connaissances géométriques gardées secrètes depuis l'Antiquité égyptienne. Considérez la Vesica Piscis encore une fois. Cette forme simple, créée par l'intersection de deux cercles, contient en elle les racines carrées de 2, 3 et 5, ces nombres irrationnels que les pythagoriciens considéraient comme sacrés. À Chartres, la Vesica Piscis détermine non seulement la forme des portails et des arcs, mais aussi les proportions entre la nef et le chœur, entre le sol et la voûte, entre l'horizontalité terrestre et la verticalité céleste. C'est le principe générateur de toute la géométrie de l'édifice. Quand le Christ apparaît dans une mandorle en forme de Vesica Piscis sur le portail royal, ce n'est pas simplement de l'art religieux, c'est une déclaration géométrique. Le Christ est présenté comme le point d'intersection, le lieu de réconciliation entre le monde divin et le monde matériel, exactement comme la Vesica Piscis est le lieu d'intersection entre deux cercles parfaits. Les temples égyptiens de Luxor, de Karnak, suivaient ces mêmes principes. La géométrie sacrée n'était pas une invention chrétienne. Elle était un héritage, un savoir transmis à travers les écoles de mystère, de l'Égypte à la Grèce, de la Grèce à Rome, de Rome aux ordres monastiques et chevaleresques du Moyen Âge. Les bâtisseurs de Chartres n'inventaient pas. Ils appliquaient une science ancienne, une mathématique cosmique que leurs prédécesseurs avaient élaborée sur des millénaires. Chaque colonne, chaque arc, chaque proportion était calculée pour créer non pas simplement un bâtiment, mais une machine spirituelle, un dispositif conçu pour élever la conscience humaine, pour harmoniser l'âme individuelle avec les fréquences fondamentales de l'univers. Voilà ce que signifie réellement la géométrie sacrée. Ce n'est pas de la superstition, ce n'est pas du mysticisme vague. C'est l'application consciente de principes mathématiques universels pour créer des espaces qui résonnent littéralement avec l'ordre cosmique. Les pythagoriciens le savaient, les prêtres égyptiens le savaient, les druides le savaient, et les maîtres bâtisseurs de Chartres le savaient certainement. Ils ont pris ce savoir ancestral et l'ont cristallisé dans la pierre, créant un livre géométrique que seuls les initiés peuvent vraiment lire. Un livre qui attend depuis 800 ans que nous soyons assez intelligents, assez humbles, pour reconnaître que nos ancêtres n'étaient pas des primitifs. Ils étaient des scientifiques d'une espèce différente, des scientifiques qui comprenaient que les mathématiques ne sont pas simplement un outil de calcul, mais le langage même par lequel l'univers se structure et se manifeste. Si vous croyez que Chartres est simplement une église, vous n'avez rien compris. Ce n'est pas un bâtiment, c'est un livre écrit dans un langage que peu peuvent déchiffrer, un livre dont chaque page est un vitrail, chaque paragraphe une sculpture, chaque phrase un symbole alchimique codé, 176 vitraux, 176 fenêtres vers un autre monde, pas simplement des décorations, des portails, des transmetteurs de fréquences lumineuses spécifiques. Et parmi tous ces vitraux, il en existe un qui défie toute explication rationnelle. La Vierge de la Belle Verrière, Notre-Dame du vitrail précieux, ce bleu impossible. Les historiens de l'art l'appellent le bleu de Chartres.
comme si donner un nom à quelque chose pouvait expliquer son mystère. Ce pigment, créé au XIIe siècle, possède une profondeur, une intensité, une qualité lumineuse que personne n'a jamais réussi à reproduire exactement. On prétend que la recette a été perdue. Perdue ou délibérément cachée. Les maîtres verriers formaient des guildes secrètes. Ils gardaient leurs formules, comme des alchimistes gardent la pierre philosophale. Ce n'était pas simplement du verre teinté au cobalt. C'était autre chose. Une combinaison d'oxyde métallique, de cendres végétales, peut-être même d'or, chauffé à des températures précises, dans des conditions spécifiques que nous ne comprenons toujours pas complètement. Le verre médiéval n'était pas plat. Il était plein d'imperfections, de bulles d'air, de variations d'épaisseur qui créaient des effets optiques impossibles à reproduire aujourd'hui avec nos méthodes modernes trop parfaites. Mais pourquoi ce bleu était-il si important? Parce que la couleur n'est pas simplement esthétique dans l'alchimie. Chaque couleur correspond à une étape de transformation. Le bleu profond représente le passage de la nigredo, l'œuvre au noir, vers les phases supérieures de transmutation. C'est le bleu du lapis lazuli, cette pierre que les Égyptiens associaient au ciel nocturne et au voyage des âmes. Les vitraux de Chartres ne racontent pas simplement des histoires bibliques pour un public illettré. Ils encodent des processus alchimiques. Regardez attentivement les scènes. Les figures ne sont pas disposées au hasard. Elles suivent des séquences qui correspondent aux étapes de la grande œuvre. Dissolution, séparation, conjonction, putréfaction, distillation, coagulation. Le langage secret des alchimistes, caché à la vue de tous dans le verre coloré qui transforme la lumière solaire en radiation chromatique spécifique. Et puis il y a elle, la Madone noire, Notre-Dame du Pilier. Descendez dans la crypte, cet espace souterrain qui existait bien avant la cathédrale gothique. Là, dans la pénombre, se dresse une statue qui ne devrait pas exister dans une église chrétienne. Une Vierge noire portant un enfant noir. Pourquoi noir? L'explication officielle parle de fumée de bougie, d'âge du bois. Mensonge confortable. La vérité est bien plus dérangeante. Cette statue est l'héritière directe du culte d'Isis, Isis tenant Horus, la déesse égyptienne de la magie, de la résurrection, de la connaissance cachée. Avant que les chrétiens ne construisent ici, les druides vénéraient une Virgo Paritura, une vierge perpétuellement en train d'accoucher. Les commerçants phéniciens avaient apporté des statues d'Isis, d'Inanna, de Cybèle en Europe dès 1500 ans avant notre ère. Ces cultes de la déesse mère ont survécu, se sont transformés, se sont cachés sous de nouveaux noms. L'Église savait, elle a toujours su, mais la dévotion populaire était trop forte. Alors ils ont fait un compromis. Ils ont christianisé la déesse, l'ont rebaptisée Marie, mais ils ont gardé sa noirceur, parce que le noir n'est pas le mal. Le noir est la matière primordiale, le chaos fertile d'où naît toute création. C'est l'œuvre, au noir, alchimique, la phase de dissolution, où tout doit mourir pour renaître transformé. Le labyrinthe, ce cercle de pierres gravées dans le sol de la nef. Les gens pensent que c'est un chemin de méditation, un symbole du pèlerinage vers Jérusalem. Erreur. C'est une carte du processus d'initiation. 11 cercles concentriques, 11 étapes. Pas 10, pas 12, 11. Dans la numérologie ésotérique, 11 est le nombre du dépassement, le nombre qui transcende la décade parfaite. C'est le nombre de la transgression nécessaire, de la violation des limites. Marcher le labyrinthe,
c'est parcourir symboliquement les 11 degrés de transformation alchimique, de la périphérie vers le centre, de la multiplicité vers l'unité, de la confusion vers la clarté. Le centre du labyrinthe n'est pas simplement un point d'arrivée, c'est le point de transmutation finale, le lieu où le plomb devient or, où la conscience ordinaire devient conscience illuminée. Au Moyen Âge, pendant la vigile pascale, un prêtre dansait dans le labyrinthe en lançant une balle jaune représentant le soleil philosophique, le soleil intérieur que chaque alchimiste cherche à éveiller en lui-même. Maintenant, regardons le portail royal, ces statues étrangement allongées qui flanquent les entrées. Pourquoi sont-elles déformées ? Pourquoi leurs corps sont-ils étirés de manière aussi irréaliste ? Parce que ce ne sont pas des représentations naturalistes. Ce sont des diagrammes géométriques. Ces figures incarnent les proportions cosmiques du corps humain idéal. Le corps humain comme microcosme du macrocosme. Comme les dessins de Léonard de Vinci de l'homme de Vitruve, mais codés différemment. Les bâtisseurs de Chartres comprenaient que l'être humain n'est pas simplement un organisme biologique. C'est une structure géométrique vivante, un temple ambulant, construit selon les mêmes principes que le temple de Pierre. Les statues colonnes du portail royal sont des êtres humains en cours d'ascension spirituelle. Leur étirement vertical symbolise l'élévation de la conscience, la transformation de la matière lourde en esprit léger, du terrestre en céleste. Ce ne sont pas des erreurs artistiques, c'est de la géométrie sacrée appliquée à la représentation humaine. Et partout, absolument partout, des nombres. Comptez les marches, comptez les fenêtres, comptez les colonnes. Ce ne sont jamais des nombres arbitraires. 3, 7, 12, 40, 144. Les nombres de la symbolique biblique, oui, mais aussi les nombres des cycles astronomiques. La cathédrale est un calendrier cosmique. Chaque dimension encode un cycle. Le cycle lunaire, le cycle solaire, la précession des équinoxes. Les bâtisseurs savaient que le temps n'est pas linéaire. Il est cyclique. Tout revient, tout se répète, tout se transforme dans des spirales infinies. Et ils ont gravé cette connaissance dans la pierre, dans les proportions, dans les nombres qui se répètent encore et encore, si vous savez où regarder. 153 pierres dans certaines sections, 7 marches ici, 12 rosaces là, 40 fenêtres dans le cœur. Chaque nombre chuchote un secret à celui qui sait écouter. Voilà ce qu'est vraiment Chartres. Ce n'est pas une église, c'est une encyclopédie alchimique tridimensionnelle, un manuel d'initiation pour ceux qui cherchent la transformation. Le bleu impossible des vitraux vous dit que la beauté parfaite existe au-delà de nos capacités actuelles. La Madone noire vous rappelle que la vérité spirituelle a des racines païennes que le christianisme n'a jamais complètement effacées. Le labyrinthe vous offre une carte du voyage intérieur que chaque âme doit entreprendre. Les statues déformées vous montrent que l'humanité transfigurée ne ressemble pas à l'humanité ordinaire. Et les nombres cachés dans chaque dimension vous murmurent que l'univers parle un langage mathématique, un langage que nos ancêtres comprenaient mieux que nous. Ces maîtres bâtisseurs n'étaient pas simplement des artisans pieux. Ils étaient des initiés, des gardiens d'une tradition secrète qui remonte à l'Égypte, à Babylone, peut-être plus loin encore. Ils ont construit un livre de pierre et de verre qui continue de transmettre son message 8 siècles plus tard, attendant patiemment que nous soyons assez sages pour le lire. Il y a des lieux sur cette planète où les forces invisibles de la Terre convergent, des points
où le voile entre le monde matériel et les dimensions subtiles devient si mince qu'on peut presque le toucher. Chartres est l'un de ces lieux. Et ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est jamais une coïncidence. Les géobiologues modernes, armés de leurs instruments de mesure, ont confirmé ce que les druides savaient il y a 2000 ans. Sous la cathédrale de Chartres coulent 14 cours d'eau souterrain, 14 veines liquides qui se croisent, qui s'entrelacent, qui créent un réseau hydrologique d'une complexité stupéfiante. À 37 mètres de profondeur, un courant d'eau principal traverse le site. Pas une coïncidence que la clé de voûte de la cathédrale soit placée exactement à 37 mètres de hauteur. Un équilibre parfait. Le miroir aquatique souterrain reflété dans la pierre aérienne, les bâtisseurs le savaient. Ils ont calculé cette symétrie avec une précision millimétrique. Pourquoi ? Parce que l'eau en mouvement sous terre génère un champ électromagnétique mesurable. La friction de l'eau contre les minéraux du sol crée des courants telluriques, ces courants électriques naturels qui parcourent la croûte terrestre. Et là où plusieurs cours d'eau se croisent, ces champs se multiplient, s'amplifient, créent des zones d'énergie concentrée que les anciens appelaient des lieux de pouvoir, les Carnutes, ce peuple celte qui donna son nom à Chartres. Leur nom même signifie le peuple du lieu sacré des druides. Avant que Jules César ne les conquiert, avant que le christianisme ne transforme leur forêt sacrée en cathédrale, ils se rassemblaient ici une fois par an, tous les druides de toute la Gaule. Pourquoi ici ? Pourquoi ce lieu précis parmi tous les autres ? Parce qu'ils pouvaient le sentir. Ils possédaient une sensibilité que nous avons perdue, une capacité à percevoir les courants subtils de la Terre. Ils savaient que sous ce tumulus, sous cette colline, des forces convergeaient, des forces qu'ils pouvaient utiliser pour leurs rituels, pour leurs initiations, pour leur communication avec ce qu'ils appelaient les dieux, et que nous pourrions appeler les fréquences fondamentales de la réalité. Le puits sacré existe toujours. Descendez dans la crypte, plus de 30 mètres de profondeur. Ce puits carré aux parois gallo-romaines plonge directement dans le réseau aquifère souterrain. C'était l'omphalos, le nombril, le point de contact entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, entre le ciel et les entrailles de la terre. Les druides comprenaient que l'eau souterraine n'est pas seulement une ressource physique, c'est un conducteur, un transmetteur d'informations énergétiques. Et puis, il y a ce phénomène que les scientifiques modernes commencent à peine à comprendre. Les mesures acoustiques effectuées dans la cathédrale ont révélé quelque chose d'extraordinaire. Des ondes stationnaires, des fréquences de résonance qui correspondent presque exactement à 7,83 Hz. Vous savez ce qu'est cette fréquence ? C'est la résonance de Schumann, la fréquence fondamentale à laquelle la Terre elle-même vibre. Quand la foudre frappe quelque part sur la planète, elle crée des ondes électromagnétiques qui font le tour du globe, piégées entre la surface terrestre et l'ionosphère. Ces ondes résonnent à 7,83 Hz. C'est la pulsation de notre planète. Et le cerveau humain, quand il entre en état méditatif profond, oscille autour de cette même fréquence. Coïncidence ? Les bâtisseurs de Chartres ont créé un espace architectural qui résonne naturellement à la fréquence de la Terre, sans instruments électroniques, sans technologie moderne, simplement en comprenant la géométrie, l'acoustique, les propriétés des matériaux. Ils ont construit une chambre de résonance planétaire, une machine à synchroniser la conscience humaine avec le rythme de la Terre.
L'orientation du bâtiment n'est pas accidentelle non plus. L'axe principal de la cathédrale ne pointe pas vers l'est comme la plupart des églises. Il est décalé. Il pointe vers le nord-est, précisément vers le point où le soleil se lève le 21 juin, au solstice d'été, le jour le plus long de l'année, le moment où le soleil atteint son apogée dans le ciel septentrional. C'était le jour sacré des druides, le jour où la lumière triomphe de l'obscurité, et les chrétiens astucieux l'ont transformé en fête de Saint-Jean. Mais le bâtiment lui-même garde la mémoire. Son orientation physique trahit ses racines païennes. Chaque année, au solstice, quand les premiers rayons du soleil levant pénètrent à travers le vitrail de Saint Apollinaire, il frappe ce clou métallique incrusté dans le sol avec une précision qui nécessite des calculs astronomiques sophistiqués. La cathédrale fonctionne comme un gigantesque cadran solaire, comme un instrument d'observation céleste déguisé en église. Mais Chartres n'est pas seul. C'est là que l'histoire devient vraiment troublante. Si vous tracez sur une carte les emplacements des grandes cathédrales gothiques, construites entre le XIe et le XIIIe siècle, un schéma émerge. Paris, Amiens, Reims, Laon, Chartres et toutes les autres. Elles forment un réseau, une grille. Les chercheurs en géobiologie ont découvert que presque toutes ces cathédrales sont situées sur des nœuds telluriques, des points où les lignes de courant électromagnétique terrestre se croisent. Les mêmes types de lignes que les Chinois appellent les veines du dragon dans leur système de Feng Shui. Les mêmes lignes que les sourciers peuvent détecter avec leurs baguettes. Les lignes de Hartmann, les lignes de Curie. Différents systèmes de grilles énergétiques qui enveloppent la planète. Et les cathédrales gothiques ont été systématiquement placées sur les intersections les plus puissantes. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un plan coordonné sur toute l'Europe occidentale pour créer un réseau d'amplificateurs énergétiques. Les Templiers, encore eux, ils étaient présents lors de la construction de 21 cathédrales majeures dans une période de 40 ans. 40 ans. Comment une société médiévale, aux ressources limitées, a-t-elle pu financer et construire 21 structures monumentales en 4 décennies? D'où venait l'argent? D'où venait le savoir-faire? Les théories officielles parlent de ferveur religieuse, de donations pieuses. Mais regardez les chiffres, regardez la coordination, regardez la technologie architecturale soudainement disponible, les arcs boutants, les voûtes d'ogives, les vitraux massifs. Tout cela apparaît simultanément dans toute l'Europe, comme si quelqu'un avait distribué un manuel d'instruction. Les Templiers avaient passé des années à fouiller sous le temple de Salomon. Que trouvèrent-ils? Des manuscrits, des plans, une connaissance géomantique qui leur permit de cartographier les lignes d'énergie de l'Europe et de placer stratégiquement ces cathédrales pour créer un réseau activé. Pensez-y comme à une technologie différente. Pas de machine, pas d'électronique, mais une technologie basée sur la compréhension profonde des champs électromagnétiques naturels de la Terre. Une technologie qui utilise la masse, la forme, le matériau, la géométrie pour amplifier, concentrer, diriger ces énergies. La cathédrale n'est pas simplement un bâtiment, c'est un dispositif, un condensateur géomagnétique. L'eau souterraine crée le champ de base. La pierre calcaire, avec sa haute teneur en silice cristalline, agit comme un conducteur semi-conducteur. Les proportions géométriques créent des chambres de résonance. Les vitraux filtrent et transforment la lumière solaire en fréquences chromatiques spécifiques. Tout cela combiné crée un environnement où les champs électromagnétiques naturels
sont modifiés d'une manière qui affecte la conscience humaine. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physique. Une physique que nous commençons seulement maintenant à redécouvrir. Les gens qui entrent dans Chartres rapportent des sensations, des changements d'état de conscience, une paix profonde, une clarté mentale inhabituelle, des intuitions soudaines. Ils attribuent cela à l'atmosphère spirituelle, à la beauté de l'architecture. Mais peut-être que c'est plus littéral que ça. Peut-être que leur cerveau résonne littéralement avec les fréquences de Schumann, amplifiées par la structure. Peut-être que les champs électromagnétiques modifiés affectent réellement leurs ondes cérébrales, facilitant les états de conscience altérés que nous associons à l'expérience spirituelle. La cathédrale devient alors exactement ce qu'elle était destinée à être. Une machine à élever la conscience, une technologie de transformation intérieure déguisée en temple religieux. Et elle fonctionne. 800 ans plus tard, elle fonctionne toujours, parce qu'elle exploite des forces fondamentales de la planète elle-même, des forces qui étaient là avant nous et qui seront là après nous, des forces que les anciens connaissaient intimement et que nous, dans notre arrogance technologique moderne, avons presque oublié. Maintenant, posons la question que personne ne veut vraiment poser. Qui a construit Chartres? Je ne parle pas des tailleurs de pierre anonymes, des artisans dont les noms se sont perdus dans la poussière des siècles. Je parle de l'intelligence derrière le projet. Qui possédait les connaissances mathématiques, astronomiques, géomantiques, nécessaires pour créer ce chef-d'œuvre? Et surtout, pourquoi? Pourquoi investir des ressources colossales, des décennies de travail, pour encoder tant de secrets dans un bâtiment officiellement destiné au simple culte chrétien, les Templiers? Revenons toujours à eux. L'ordre du Temple a été fondé en 1118, officiellement pour protéger les pèlerins en Terre Sainte. Mais pendant leurs 9 premières années, à Jérusalem, ils n'ont protégé personne. Ils ont fouillé. Sous les ruines du temple de Salomon, ils ont creusé, exploré, cherché. Que cherchaient-ils? Que trouvèrent-ils? Les légendes parlent de l'Arche d'Alliance, des tables de la loi, des manuscrits contenant la sagesse perdue des bâtisseurs du temple. Et soudainement, après leur retour en Europe, commence l'âge d'or de l'architecture gothique. Coïncidence, 21 cathédrales majeures en 40 ans, les Templiers présents sur chaque chantier, leurs symboles gravés dans la pierre. Sur le portail nord de Chartres, une sculpture montre explicitement la récupération de l'arche depuis les ruines du temple de Salomon et son transport. En dessous, une inscription latine. Ici, les choses prennent leur cours. Vous travaillerez à travers l'arche. Ce n'est pas subtil. C'est une déclaration publique que les connaissances encodées dans Chartres proviennent directement de la tradition salomonique. Mais voici ce qui est vraiment troublant. Les noms des architectes ont presque complètement disparu. Pour un projet de cette ampleur, un chef-d'œuvre qui définit une époque entière, nous devrions connaître les maîtres d'œuvre. Nous devrions avoir des archives, des documents, des chroniques détaillées. Mais non, le silence. Quelques noms fragmentaires. Rien de substantiel. Pourquoi? Parce que l'identité des véritables architectes devait rester cachée. Parce qu'ils appartenaient à des écoles secrètes, à des confréries de bâtisseurs qui transmettaient leurs connaissances uniquement par initiation directe, jamais par écrit. Ces connaissances, étaient trop précieuses, trop dangereuses pour être révélées au grand public ou même à l'Église officielle. Imaginez ce qui se serait passé si les autorités ecclésiastiques
avaient pleinement compris que leur cathédrale était construite selon des principes païens, druidiques, hermétiques, que les proportions n'étaient pas chrétiennes, mais pythagoriciennes, que les symboles cachés dans la pierre renvoyaient à l'Égypte, à Babylone, à des traditions que l'Église avait passé des siècles à supprimer. Les bâtisseurs savaient. Ils ont délibérément effacé leurs traces. Ils ont travaillé dans l'ombre, laissant seulement leur œuvre parler pour eux. 26 ans, de 1194 à 1220, 26 années pour ériger cette merveille. Réfléchissez à ce que cela signifie. À une époque sans grue mécanique, sans explosifs pour extraire la pierre, sans véhicules motorisés pour transporter des millions de blocs de calcaire, 2 300 000 blocs de pierre, chacun pesant en moyenne 2,5 tonnes, taillés avec une précision millimétrique, assemblés selon des plans d'une complexité géométrique stupéfiante. En 26 ans, les experts modernes qui étudient la construction médiévale admettent franchement que selon leurs calculs, avec les outils et techniques connus de l'époque, ce projet aurait dû prendre, au minimum, 70 à 80 ans. Comment ont-ils fait? Théorie 1. Ils possédaient des technologies que nous avons perdues, des méthodes de levage, de transport, de taille de pierre que nous ne comprenons plus. Théorie 2. Ils avaient accès à une main-d'œuvre, organisée avec une efficacité qui défie la logique médiévale. Théorie 3. Ils savaient des choses sur les propriétés des matériaux, sur la physique, sur la géométrie structurelle que nos manuels d'ingénierie n'enseignent pas. Ou peut-être les trois. Peut-être qu'ils possédaient un corpus de connaissances de technique si avancé qu'il ressemblerait à de la magie pour leurs contemporains. L'argent. Parlons d'argent. Les estimations modernes évaluent le coût de construction de Chartres à l'équivalent de plusieurs milliards d'euros actuels. D'où venait cette fortune? L'histoire officielle parle de donations royales, de contributions des guildes de marchands, de ferveur religieuse populaire. Mais regardons les chiffres. La France du XIIIe siècle n'était pas riche. Les guerres constantes drainaient les ressources. Les famines étaient fréquentes. Et pourtant, pas seulement Chartres, mais 20 autres cathédrales massives étaient financées simultanément. Quelqu'un, quelque part, possédait des richesses colossales. Quelqu'un coordonnait ce programme de construction continentale. Les Templiers étaient les banquiers de l'Europe. Ils avaient développé le premier système bancaire international. Ils avaient accès au trésor des rois. Et ils avaient un motif. Si vous croyez que leur véritable mission était de créer un réseau de dispositifs géomantiques à travers l'Europe, alors le financement de ces cathédrales devient soudainement logique. Ce n'était pas de la piété, c'était de l'ingénierie à l'échelle continentale. Un projet dont la vraie nature devait rester cachée sous le voile de la dévotion religieuse. Alors, quelle était la véritable fonction de Chartres? Version 1. Un temple initiatique, un lieu où les adeptes des mystères étaient formés aux connaissances ésotériques. Le labyrinthe comme parcours rituel, les vitraux comme textes codés, les proportions géométriques comme leçons de mathématiques sacrées. Version 2. Un générateur énergétique, un dispositif conçu pour amplifier et diriger les courants telluriques de la Terre. Les 14 cours d'eau souterrain comme source de base, la structure en pierre comme circuit, les vitraux comme modulateurs de fréquences lumineuses, l'ensemble fonctionnant comme une sorte de centrale énergétique subtile dont nous ne comprenons pas encore le principe. Version 3. Une bibliothèque en pierre, un coffre-fort de connaissances,
Si une catastrophe devait anéantir la civilisation, détruire tous les livres, tous les manuscrits, les secrets essentiels survivraient encodés dans la géométrie indestructible de la cathédrale. Quiconque possède les clés peut lire le bâtiment comme un livre tridimensionnel. Version 4. Un portail. Un dispositif pour faciliter le contact avec des dimensions supérieures, avec des intelligences non humaines, avec ce que les anciens appelaient les dieux. Les fréquences de résonance précises, les alignements astronomiques, les champs magnétiques concentrés, tout cela créant des conditions optimales pour la communication transdimensionnelle. Et les découvertes continuent. Des scans géophysiques récents ont révélé des anomalies magnétiques inexpliquées sous le cœur, des cavités inconnues dans les fondations qui n'apparaissent sur aucun plan architectural. En 2023, des restaurateurs ont découvert des inscriptions gravées dans des pierres cachées derrière l'autel principal. Des symboles qui ne correspondent à aucun alphabet chrétien connu. Des séquences numériques dont la signification reste mystérieuse. Chaque nouvelle technologie d'imagerie révèle de nouveaux secrets. Des géométries cachées dans l'épaisseur des murs. Des alignements invisibles à l'œil nu, mais parfaitement mesurables. Des ratios mathématiques qui apparaissent encore et encore à différentes échelles. Chartres est comme un oignon. Chaque couche que vous pelez révèle une autre couche en dessous. Combien de niveaux de signification ont été encodés dans ce bâtiment? Combien de secrets attendent encore d'être découverts? Les bâtisseurs savaient que leur œuvre survivrait au siècle. Ils l'ont construite pour durer. Et ils ont caché des messages pour des générations futures qui posséderaient les outils pour les déchiffrer. Peut-être que nous sommes cette génération, ou peut-être sommes-nous encore trop primitifs pour comprendre ce qu'ils ont vraiment créé. Voici ce que nous savons avec certitude. Chartres n'est pas ce qu'il prétend être. Sous sa façade de cathédrale catholique se cache quelque chose de plus ancien, de plus profond, de plus étrange. Un héritage qui remonte aux druides, aux Égyptiens, peut-être plus loin encore. Une connaissance de la géométrie, de l'acoustique, du magnétisme terrestre, de la conscience humaine qui dépasse de loin ce que nous attribuons généralement au Moyen Âge. Ces bâtisseurs n'étaient pas des artisans médiévaux naïfs, guidés uniquement par la foi. Ils étaient les héritiers d'une tradition scientifique et spirituelle millénaire. Ils possédaient des secrets, et ils les ont gravés dans la pierre pour que nous les trouvions. Si nous sommes assez intelligents pour regarder, si nous sommes assez humbles pour admettre que nos ancêtres savaient peut-être des choses que nous avons oubliées, Chartres nous attend, patient, silencieux, gardant ses mystères depuis 800 ans. Un message des profondeurs du temps, une énigme que nous commençons seulement maintenant à déchiffrer. Si vous pensez que nos ancêtres possédaient des connaissances que l'histoire officielle ignore, mettez un like maintenant. Abonnez-vous à cette chaîne, parce que l'histoire de Chartres n'est que le début. Les cathédrales gothiques forment un réseau à travers toute l'Europe, chacune construite sur un nœud tellurique, chacune encodant ses propres secrets. Notre-Dame de Paris, la cathédrale de Reims, Amiens, Cologne, elles sont toutes connectées. Elles font partie d'un plan plus vaste que nous commençons à peine à entrevoir. Et dans la prochaine vidéo, nous explorerons peut-être le secret le plus troublant de tous, le bleu de Chartres. Cette couleur impossible que personne n'a jamais réussi à reproduire. Une couleur qui, selon certains, n'est pas simplement un pigment, mais une fréquence. Une couleur qui affecte directement la conscience de ceux qui la contemplent.
un secret alchimique perdu depuis des siècles, à moins qu'il ne le soit pas vraiment, à moins que quelqu'un, quelque part, ne garde encore ce savoir, attendant le bon moment pour le révéler.